Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, on va faire un challenge. Pourquoi un challenge? Pour changer un peu déjà, et aussi parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire un petit instant frame, puisque quand on regarde le classement d'Hack-the-Box, si on trie pas par le système de points de Hack-the-Box, mais par nombre de challenges validés, donc des personnes qui en ont validé le plus à personnes qui en ont validé le moins, eh bien je suis ici 4ème mondial, donc c'est la classe en validant 272 challenges, on est 4ème mondial. Et donc vous allez me dire, peut-être que vous connaissez pas bien que sur le fait que sur Hack-the-Box on puisse avoir des challenges, les machines sont bien plus connues. Et bien en fait, effectivement, quand on va dans le lab challenge, on a, tout comme les machines d'ailleurs, des challenges actifs, donc ceux-là on peut pas publier de write-up publiquement, et par contre des challenges retired, donc des challenges qui sont plus qui rapportent plus de points sur Hack-the-Box, et donc on peut publier des write-up sur cela. Et donc moi je vais publier aujourd'hui, résoudre dans cette vidéo aujourd'hui un challenge web très facile qui s'appelle SpookyFire. Donc dans les challenges web, c'est un petit peu différent des machines, dans le sens où il n'y a pas besoin de monter de VPN, on a juste à faire Start Instance, et on a une instance d'un site web qui est mis en frontal d'internet, donc on peut le taper directement. Donc si je vais sur un navigateur Firefox, et que je vais donc sur ce site web, on tombe sur cette petite application orientée Halloween, où en fait on peut mettre son nom d'Halloween. Donc admettons que pour Halloween je m'appelle Lisbeth, et ben je fais Spookify et il m'affiche ce nom Lisbeth avec différentes polices orientées Halloween. Donc si on était en en black box, si on faisait du pentest en black box, on n'aurait pas les codes sources, on pourrait que essayer de hacker directement le site. Mais là on est en mode white box, et c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des challenges web d'Hack-the-Box, c'est-à-dire que le code source de l'application cible est fourni. Il suffit de faire download file, le mettre au bon endroit, là où vous rangez vos challenges, et vous allez récupérer un point zip qui est chiffré avec le mot de passe Hack-the-Box. Donc moi je l'ai déjà déchiffré, donc je vais pas le refaire une autre fois. Donc quand on le déchiffre, on a un répertoire qui s'appelle Web SpookyFire. Donc si je rentre dans ce répertoire Web SpookyFire, on voit que le flag est ici. Évidemment c'est pas le flag final, c'est ce qu'ils appellent donc un fake flag for testing, donc c'est juste pour montrer que sur la cible, sur le serveur web, le flag à la base il était là. Et en fait, pour savoir où il sera sur le serveur cible, il suffit de regarder le Dockerfile, puisque c'est un container Docker comme vous avez pu vous en rendre compte. Et on voit que le flag est copié ici, copy flag, à la racine / flag.txt. Alors vous allez me dire, il suffit d'aller sur flag.txt ici et c'est réglé. Évidemment que non, sinon ce serait trop simple. Ici on se prend 404 not found, puisque à la racine de l'application ce n'est pas un répertoire lisible et accessible. Ça doit dépendre du coup de la configuration du serveur web qu'on va regarder un peu plus en amont. Donc on voit que l'application sur la cible elle est mise dans un répertoire /app, et que ensuite on copie tout ce qu'il y a dans le challenge dans ce répertoire /app. Donc quand je fais un ls, je vois qu'effectivement j'ai bien le répertoire challenge, et quand je vais dedans, on voit que j'ai un run.py que je peux afficher si vous voulez. C'est simplement le lancement de l'application, rien de sexy là-dedans. Et par contre si on rentre dans application, on a vraiment le code source de l'application, c'est déjà plus intéressant. Donc dans le main, comme à l'époque en C2. D'ailleurs, en langage C, pardon, c'était l'application principale, c'était le main, et là c'est le cas aussi. Et donc on voit première chose que c'est du Flask. Pour celles et ceux qui connaissent pas, le Flask c'est un framework web, en gros un
un outil qui permet de développer facilement et rapidement un site web en Python, pour faire court. Donc on voit que l'application là elle est assez courte, rien de bien sorcier. On voit que les routes, donc ce qui vont beaucoup nous intéresser, parce que donc les routes c'est en gros dans l'URI qu'on met, ça va rediriger derrière vers différents endroits sur l'application. Donc c'est la première chose à regarder. Donc allons voir ça. Donc a priori c'est dans Blueprint route. Donc je vais dans Blueprint, et là effectivement j'ai bien la route. Je l'affiche avec mousepad pour avoir la coloration syntaxique. Et là on voit que alors déjà on voit qu'il y a une histoire de render template. Donc render template, donc je rappelle les templates, c'est quoi dans ce contexte là? En fait ça utilise un template engine qui est donc en gros le fait que dans l'application web, pour présenter du contenu dynamiquement, on va aller piocher, on va dire, dans un template, les données en entrée pour les afficher proprement et joliment sur le site web. Alors, ensuite, la deuxième chose intéressante dans ce code source, c'est le fait que parce qu'en fait on pourrait penser, en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé, mais je sais pas si c'est ça dépend après de votre historique un peu en hacking, mais quand je vois template, je pense SSTI, Server Side Template Injection, et la plupart des SSTI quand c'est du Python en face, c'est sur du Jinja 2, et là on voit que c'est pas du Jinja 2, mais que c'est du Mako. Alors moi personnellement je connaissais pas ce qu'était Mako en faisant The Challenge, donc je suis allé voir un peu, et en gros Mako c'est donc une bibliothèque Python qui gère donc les templates, et ça fournit aux développeurs et développeuses une syntaxe assez simple d'utilisation et pas en XML pour donc avoir des templates dans votre code Python, et en plus apparemment c'est vraiment optimisé au niveau des performances, au niveau de la compilation avec Python c'est très performant. Donc là j'ai pas d'avis là-dessus, moi je suis pas développeur, je m'y connais pas trop, mais ce qui m'intéresse en tout cas d'un point de vue hacking, cybersécurité, c'est de voir s'il n'y a pas des problématiques liées à cette bibliothèque Python. Donc, on voit que il n'y a pas des masses de routes, il n'y en a qu'une, juste le slash. Et en gros, le slash, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit le texte en entrée. Donc le fameux, d'ailleurs, on peut le voir quand j'ai fait tout à l'heure ici là. Donc vous voyez bien qu'il y avait un texte égal Lisbeth. Donc là, on peut imaginer que le texte en question, c'est celui-ci, et il est converti donc avec la fonction Spookify. Donc la fonction Spookify, on voit qu'elle est dans Application Outils. Donc on va voir ça de suite. Si je reviens là et que je vais je fais un ls, elle est là. On voit qu'il y a utile ici. Et donc qu'est-ce qui est fait de beau? Donc c'est toujours du Mako. Quand on retourne ici, on voit qu'il y a 4 fontes, et donc on voit qu'effectivement il y a fonte 1, fonte 2, qui a l'air de ressembler effectivement au second, fonte 3 et fonte 4, donc les différents fontes affichés sur l'application. Alors une fois qu'on est là, on peut commencer à réfléchir un peu à la vulnérabilité qui va nous intéresser. Comme c'est très facile, on imagine qu'il n'y en a qu'une vulnérabilité, que ça va pas être un enchaînement. Et donc il y a une chose qui peut sauter aux yeux quand on a l'habitude d'analyser des applications web en Python qui utilisent des templates, c'est qu'en fait quand on regarde ici, on voit que le fameux Spookify, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il change le font de notre donnée d'entrée. Donc on va à la fonction changeFont, et on voit que cette fonction changeFont, elle fait quoi? Elle applique la transformation
dans le premier cas avec font 1, dans le second cas avec font 2, dans le troisième cas font 3 et dans le quatrième cas font 4. Et là ce qui est intéressant c'est que finalement font 4, comme on peut le voir, il transforme rien du tout. Quand c'est un O il met O, quand c'est un 6 il met 6, il change pas la police de caractère en question. Et ensuite tout ça c'est renvoyé en tant que all font, et ce all font il est renvoyé en tant que generate render, et le generate render il est renvoyé en tant que render template pardon c'est là converti. Donc bref, sous-entendu, finalement notre donnée en entrée elle va être traitée comme du template. Donc ça sent quand même le server-side template injection. Alors par contre moi, quand j'ai fait le challenge, je connaissais pas Mako, donc je suis allé creuser un peu pour voir si est-ce qu'il n'y a pas des SSTI liés à Mako comme il peut y en avoir liés à Jinja 2. Donc pour ça je suis allé voir sur Payloads All the Things, qui est peut-être un site qu'on a déjà utilisé sur Axeye, je ne sais pas trop. C'est probable parce que c'est quand même un site assez couramment utilisé dans le hacking. Mais là du coup on va l'utiliser. Donc Payload of the Things c'est quoi? C'est une liste de charges utiles, payload en français, à la base surtout orientée pour passer à travers, outre les protections qu'il peut y avoir sur une application web, mais en fait pas que, hein. Il y a vraiment, comme d'ailleurs son nom l'indique un peu, payload all the thing, il y a vraiment all the thing, un package de payload. Donc je vais aller dessus de ce pas pour vous montrer un peu. On voit qu'en effet il y a un paquet de charges utiles dans plein de contextes différents. Et donc dans notre cas, nous ce qui nous intéresse c'était donc du server-side template injection. Et sur ce server-side template injection, on voit qu'il y a du SSTI, donc dans un paquet de langages, pas que en Python. On voit effectivement que Python Jinja 2, c'est quand même là où il y en a beaucoup. Mais on voit aussi qu'il y a Python Mako, notre fameux Mako. Donc quand on clique dessus, donc ça nous parle un peu de justement ce qu'est Mako, et ça nous fournit donc des charges utiles à tester pour faire du SSTI en Mako. Alors du coup, on va tester de ce pas, hein. Donc si je prends la première, que je vais sur notre site, je la mets ici, Spookify, et on voit que donc les deux premiers, ça a l'air d'être le texte qu'on a mis, je le recolle pour vous rappeler, mais juste mis avec les bonnes fontes, et on voit que le dernier par contre, c'est interprété, donc il y a bien une SSTI, et pourquoi ça affiche 0 ? Simplement parce qu'en fait là la commande SSTI ça affiche, ça fait la commande ID au niveau OS, hein, système d'exploitation, donc c'est censé afficher l'utilisateur qui fait tourner l'application, et du coup vu qu'on a 0 ici, ça affiche pas la sortie de la commande système, mais ça affiche probablement le code erreur, puisque quand le code erreur 0 ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, donc que tout va bien. Donc globalement c'est bon, le code qu'on a fourni s'exécute, c'est simplement qu'on n'a pas la sortie. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 2 minutes. En fait il y a plein de solutions possibles, hein, comme souvent, mais la plus simple, il me semble, c'est de simplement faire un CP. Donc je rappelle, CP c'est quoi en Linux? C'est la commande copier, hein, pour copier des fichiers ou des répertoires d'un endroit vers un autre. Donc si on copie le flag qui est, on sait à la racine, hein, slash flag.txt, et si on le colle dans un endroit de l'application où le fichier ne sera lisible, accessible depuis internet, et ben c'est gagné. Donc pour savoir où dans l'application c'est accessible depuis internet, on a plusieurs possibilités. Moi, ce qui me paraît le plus simple, c'est de revenir sur le Dockerfile. Et donc sur ce Dockerfile, on sait que l'application est dans /app, je l'ai dit tout à l'heure si j'ai pas de bêtises. On sait que donc le répertoire challenge il est mis dans point, sous-entendu dans /app.
Et donc il suffit de regarder dans le challenge, dans le code source, puisqu'on a un whitebox de challenge, s'il n'y a pas des choses qui seraient accessibles sans être traitées. Donc je retourne dans le challenge, je vais mettre ça en grand, et on voit qu'il y a juste application run. Bon bah du coup on va dans application, et là on voit qu'il y a blueprints, qui est donc le code Python, et on a surtout statique. Statique c'est quoi? Bah c'est les contenus web statiques. Donc en général ça, il n'y a pas de traitement, c'est open bar. Donc on a CSS ou image, voilà limite peu importe, par exemple image. Donc là dans image, on voit qu'il y a juste une image, vamp.png. Normalement, si je dis pas de bêtises, donc challenge c'est copié dans /app sur l'application, et donc après on a application statique. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir ici app. On pourrait le faire aussi en analysant la réponse web en vrai, hein, mais bon. Donc a priori, on tourne dans /app application statique. Si je remets ça pour essayer de pas trop vous perdre. Hop. Donc tout ce qui est dans le challenge est dans /app, donc /app. Ensuite application statique, images et vamp.png. Je vais mettre à droite pour que vous voyez. Donc non, c'est pas celle-ci. J'aurais dû fermer, il y a trop de fenêtres. Hop. Donc on a dit /app, application, /app il est là. Application static, images. Et là il doit y avoir vamp.png. Perdu. Application static. Après peut-être que en direct ça passe pas. Poum, 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 poum. Je dis une bêtise ou je dis pas de bêtises? Je dis une bêtise puisque app... Ah oui, alors je vois où est mon erreur. Si je mets ça à gauche, en fait là je suis en train de partir sur le système de fichiers du serveur web, mais l'application elle tourne dans un... Enfin le serveur web de l'application Flask va pas respecter à 100% le système de fichiers du serveur, puisque lui il va tourner à partir de l'endroit où il est lancé. On verra uniquement les fichiers dans l'endroit où il est lancé. Donc l'endroit où il est lancé, on l'a vu, c'était avec le run.py là. C'était donc, si on retourne sur le run.py, il est là. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, soit le main il est là, il faudrait voir la config. Il faut virer le application, ça c'est sûr. La question c'est est-ce qu'il faut il faut virer le app. Ici donc on met vamp.png. Il faut peut-être aussi virer le application. Ah voilà. Donc là bon, il y a moyen de le savoir de manière whitebox en regardant la conf, mais gros flemmard que je suis, je vais faire l'option. L'option CTF, on n'a pas le temps, on speed. Et donc on voit que le fichier vamp.png qui est toujours d'ailleurs dans le répertoire statique ici, static images, et bien dans static images sur la cible. Donc l'idée, je vous rappelle, c'est que comme on peut exécuter du code et on sait que le flag se trouve dans /flag.txt sur le répertoire cible, on va faire un cp/flag.txt et on va le mettre dans ce répertoire là, challenge application static images et flag.txt. Et du coup normalement, une fois qu'on aura fait ça, pour l'instant il n'y est pas, donc ça renvoie à notre fond, mais il devrait le trouver une fois qu'on aura fait la copie.
Donc allons-y, je reprends le bon Firefox, à savoir celui-là peut-être, je crois que c'est à peu près les mêmes en vrai. Tac. Donc je reviens sur l'application. Je peux faire ici. C'est pas le bon, c'est pas le bon. Hop. Je reviens sur l'application et je refais notre celui-là. Donc celui-là qui est renvoyé 0, parfait. Donc je le reprends, mais au lieu de faire ID, je fais simplement cp et je copie le flag qui est à la racine /flag.txt et je le mets dans /app/application /static /images c'est tout. Le fait de le mettre dans images, vu qu'on ne spécifie rien d'autre, il va garder le nom flag.txt. Donc si je vous l'affiche, parce que là vous voyez pas toute la commande, on va aller ici. Du coup je fais cette commande là. Le /flag.txt, on sait qu'il est là grâce à ça. Et donc la suite, on le sait grâce au fait que c'est working dir là, et après il suffit de regarder sur le code source de l'application pour voir le chemin. Je crache tout ça ici, Spookify, ça renvoie toujours 0, donc normalement c'est tout bon, il n'y a plus qu'à aller dans l'URL où il y avait vamp, et je remplace vamp par flag.txt, et c'est tout bon, on a le flag qui a été obtenu grâce à, comme le nom du flag l'indique, l'injection de template. Voilà pour aujourd'hui. Donc si on se met d'un point de vue Blue Team, globalement il faut bien, comme à peu près toujours, hein, j'ai l'impression de me répéter souvent, mais il faut bien assainir les entrées utilisateurs, donc il faut bien faire attention que ce qui est contrôlé, ce qui est non contrôlable pour le coup, enfin qui est non contrôlable, ce qu'un visiteur ou une visiteuse de l'application web peut fournir comme entrée, il faut bien vérifier que cette entrée n'implique pas de l'exécution de code sur la cible. Donc dans le cas présent, grâce à une SSTI. Et donc vu que je suis pas très clair, je vais vous renvoyer vers la vidéo de la hackeuse du mois, donc Farah Awa, qui a donc une vidéo sur l'explication de la d'injection de code via ce fameux template, enfin les fameux template engine dont on a parlé. Donc ça peut être Jinja 2 ou Maku ou d'autres. Et elle explique aussi comment faire pour éviter que, quand on est développeur, d'avoir cette problématique, enfin, d'engendrer une SSTI. Donc c'est parfait. Voilà, ce sera tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.